Alors, le titre du livre est évidemment énigmatique, il est emprunté à la sagesse chinoise. Pourquoi ce titre? Et il est emprunté à un livre qui s'appelle le Yi King, qui est l'un des plus anciens livres de la Chine, il y a quand même 2000 ans avant Jésus-Christ, et qui est aussi, enfin, qui est à la fois un livre de divination, et en fait une sorte de livre de la base de la philosophie chinoise, au point qu'une grande partie de la littérature classique chinoise consiste en commentaires du Yi King. Donc donc le Yi King est une espèce de logiciel censé épuiser les modalités du réel, en partant du principe que ça change tout le temps, que la seule chose qui ne change jamais, c'est le changement. Donc propose à qui le consulte des espèces de maximes qui peuvent être parfois très énigmatiques. Celle-là ne l'est pas tellement, hein. La vérité elle est même tout à fait claire, mais simplement, là, je ne sais pas, j'étais tombé dessus, elle me paraissait dire assez bien, enfin dire d'une façon qui me plaisait, quel est le mouvement qui pousse à faire des articles, des reportages, des choses comme ça, au fond, à sortir de chez soi. Il y a le point, je pense, oui c'est ça, c'est le point qui dit, c'est très juste, ça se lit quand on ouvre une boîte noire, avec l'impression d'avoir accès aux archives de ces livres. Enfin, l'idée d'une boîte noire, on apprend pas mal sur vous en lisant tous ces articles, sur votre façon d'aborder le journalisme, la littérature. C'est quelque chose qui dit beaucoup de choses de vous, ce nouveau livre. Oui, sans doute, mais alors, enfin, disons un peu par la bande, quoi, parce que malgré tout, la plupart de ces textes, dont le morceau de résistance, c'est quand même des reportages, et des reportages assez longs, sont quand même dirigés, enfin, c'est pas des textes tellement introspectifs, ça l'est, au fond, c'est leur juxtaposition dont je me suis aperçu avec à la fois, oui, amusement, et en me disant ça, oui, c'était intéressant, au fond, qu'elle révélait une certaine continuité de curiosité, de centre d'intérêt, de façon de faire, de choses comme ça. Mais au fond, enfin, j'espère aussi qu'elle témoigne d'une assez grande diversité d'intérêt vers des choses qui me sont extérieures. Alors en fait, l'idée à l'origine avait été de reprendre seulement un certain nombre de reportages assez longs, assez fouillés, notamment, vous le disiez, ceux qui étaient parus dans la revue 21, qui existe maintenant depuis 8 ans, au premier numéro de laquelle j'avais collaboré, et dont je me sens vraiment une espèce de compagnon de route, parce que j'aime l'idée du journalisme qu'ils défendent et qu'ils incarnent. Et puis, au fond, voilà, il y avait l'idée qu'il y avait 5 ou 6 reportages qui mis ensemble, faisaient une espèce un volume, quoi, et dont je me disais, bon, au fond, j'aimerais bien qu'ils soient encore disponibles, parce que je trouvais que c'était des bons textes. Et puis ensuite, je me suis dit que ça serait bien je me suis pris au jeu en me disant que ça serait bien d'ajouter d'autres choses et de varier, de faire quelque chose enfin, j'ai fait un peu comme on montrait un film à un moment en rassemblant justement tous les articles que j'avais pu faire depuis en gros 25 ans, et en faisant une sélection, d'abord selon le critère, le plus simple, c'est est-ce qu'ils me plaisent encore ou non. C'était des trucs que je trouverais mauvais ou j'aurais aucun plaisir à relire, je les ai évidemment éliminés. Mais même parmi ceux que j'aimais bien, que je trouvais qu'ils pouvaient être agréablement relus, je les ai pas tous gardés parce que ensuite il y a eu vraiment une espèce de travail de composition pour essayer tâcher que ça ait un rythme, qu'alterne des textes, disons, courts et longs, des textes légers et plus graves, des textes très historistes, vraiment très tournés vers l'extérieur, d'autres un peu plus personnels, directement personnels, des choses comme ça. Bref, c'était assez... On disait qu'il y avait un côté autobiographie. C'est vrai qu'à un moment, consciemment, je me suis mis un petit peu à le composer comme on fait une sorte d'autoportrait. Oui. On sent, oui, qu'il y a un agencement dans le sens où vous échappe, mais qui constitue une forme de cohérence, même si tous ces sujets, en effet,
Alan Turing, de Catherine Deneuve, Davos, l'auteur de L'Homme D, ça n'a absolument rien à voir. Enfin, voilà, on a l'impression qu'effectivement il y a un montage, pour reprendre un... Ça n'a rien à voir, sinon que les... Que c'est vous. Oui, sinon je m'en suis occupé, quoi, j'ai écrit là-dessus. Mais cela dit, au fond, moi je ne suis pas un journaliste professionnel, mais les journalistes professionnels aussi, sont ceux qui sont absolument spécialisés dans une rubrique ou des choses comme ça, enfin ceux qui font du reportage, ils écrivent souvent sur des sujets assez variés. Alors je proposerai au public, pour faire participer assez vite, de peut-être poser des questions sur telle ou telle histoire. Moi il y a deux sujets qui m'intéressent. D'abord Davos. On a beaucoup souligné que c'était, pour l'avoir lu ici et là, c'était une des vraies réussites de ce livre. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont très bien. Davos, vous êtes en immersion dans ce petit monde de décideurs mondiaux que vous prenez en flagrant délit de cynisme. Le récit que vous en faites est tout à fait stupéfiant, assez rare. Vous dites par exemple que, je ne sais plus quel est le PDG, qui n'a même plus besoin dans ce monde d'hyperconnexion de se connecter lui. Lui, il a un vieux Nokia pour lui, parce que le must étant de ne pas être autant connecté que les autres, peut-être pour une sorte de protection de données. Donc là, il y a une charge et à la fois un récit assez inédit sur cette société particulière. D'ailleurs, comment avez-vous pu obtenir l'autorisation de fréquenter je suis content que vous me posiez cette question, parce qu'effectivement, moi aussi, c'est un des reportages que j'aime bien dedans. Donc, je rappelle que le Forum économique mondial de Davos, qui a lieu tous les ans depuis, je ne sais pas, 25, 30 ans, quelque chose comme ça, est un endroit qui vraiment réunit pendant 4 ou 5 jours à la fois tous les plus grands patrons et une grande partie des hommes politiques, tout ça. Enfin, c'est vraiment une espèce de club très fermé de décideurs à un très haut niveau. Je précise que l'accréditation, qu'on soit journaliste ou autre chose à Davos, coûte quelque chose comme 80 000 €. Voilà. Donc, il était hors de question. Je ne vais pas demander à un journal de m'accréditer pour ça. Donc, en fait, moi je connaissais rien. À dire, c'était un sujet à quoi je connaissais vraiment pas grand-chose. Et c'était aussi ça c'était plutôt une idée de ma femme, Hélène Devin, qui a été journaliste assez longtemps et qui, elle, a une connaissance quand même plus étendue que la mienne du monde économique, des circuits du pouvoir, de choses comme ça, qu'elle a un petit peu côtoyé comme journaliste. Et au fond, moi, c'est des trucs, je ne connais pas ça du tout. Pendant longtemps, je dirais, ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais vraiment des trucs, voilà, c'est pas mon truc, absolument. Mais je dirais qu'elle a un peu aiguillonné ma curiosité là-dessus, et à un moment, elle s'est dit, tiens, ça serait vraiment intéressant d'aller à Davos. Au fond, sur ce forum de Davos, j'avais comme tout le monde lu des trucs, mais les trucs qui sont écrits là-dessus sont en général écrits par des journalistes économiques ou financiers, qui parlent, enfin, voilà, qui donnent des informations, des choses comme ça, mais qui n'essayent pas du tout, parce que c'est pas leur métier, de dire à quoi ça ressemble, quelle est l'ambiance, comme si eux, voilà, ils savaient ce que c'était puisqu'ils y allaient, et j'avais l'impression de n'avoir pas lu de description de ce à quoi ça ressemblait. Et au fond, l'espèce de grille de lecture qui nous a aidé à nous orienter, c'était justement le festival de Cannes qu'on connaissait un peu l'un et l'autre pour y être allé à divers titres, et qui... Et il y a ce point commun comme ça, que c'est quand même un truc, une concentration dans un assez petit espace de gens souvent à juste raison très conscients de leur importance, qui pèsent très lourd, et qui sont, et que réunissent non seulement qu'ils ont à faire, des rituels, des hiérarchies, un truc comme ça. On s'est dit, on va essayer de décrire Davos comme ça. Et ça a été... on a passé 4 jours assez marrant, parce que c'était vraiment un monde, moi qui m'étais très étranger, que je découvrais un peu comme comme un ethnologue observerait une tribu d'aborigènes particulièrement qui est restée longtemps très étrangère au monde occidental. Là, on avait essayé de décrire ça comme ça, et ça a été vraiment quelque chose de très amusant et excitant à faire. Surtout, là, c'était vraiment aussi le fait de découvrir un monde que je ne connaissais pas du tout, et que je n'avais pas de point de repère.
C'est aussi à ça que ça sert de faire des reportages, d'aller dans des endroits qu'on ne connaît pas du tout. Alors, autre chose, mais vraiment c'est un choix très subjectif, c'est la lettre à Renaud Camus. On ne peut pas faire plus chaleureux comme lettre de rupture, néanmoins, c'est une vraie rupture avec cet ami de longue date, même si vous voyez peu, il y a des affinités que vous expliquez. Sauf que Renaud Camus est l'auteur de la théorie du grand remplacement, entre autres, et vous décidez clairement de poser le rupture. Vous le faites avec finalement beaucoup d'amour. C'est ce contraste-là qui est très saisissant. C'est-à-dire que, alors, il faut peut-être que j'explique que Renaud Camus était, et depuis il y a 25 ou 30 ans, c'est un écrivain un tout petit peu plus âgé que moi, mais enfin on est à peu près de la même génération. On avait le même éditeur. Renaud Camus a publié chez cet éditeur qui est OL, je ne sais pas, quand tu dirais combien, Jean-Paul, 40 volumes au bas mot, enfin, dont une vingtaine de journaux. Et moi j'étais vraiment un lecteur enthousiaste de Renaud Camus. Je trouve un écrivain passionnant, d'une grande liberté et de ton et d'esprit, tout ça. Et par ailleurs, on est au fil des années devenus assez amis. Et je trouve vraiment que c'est un écrivain. J'ai du mal à utiliser le passé, ça m'attriste beaucoup. Un écrivain tout à fait remarquable, exceptionnel même, et qui, voilà, ces derniers, depuis maintenant, une espèce de toujours qui s'est produit depuis une dizaine d'années, qui a conduit cet écrivain absolument inclassable, irrécupérable, totalement libre, à devenir, malgré tout, vraiment un idéologue d'extrême droite, une espèce de théoricien de cette théorie, de cette notion du grand remplacement. Et par ailleurs, c'est un homme de totalement bonne foi, totalement sincère, et qui est absolument persuadé que, en dénonçant ça, il est à peu près dans la situation des premiers résistants en 40, quoi. C'est-à-dire, voilà, je pense qu'il se vit comme quelqu'un de tout à fait héroïque, et moi j'ai l'impression d'un égarement complet. Et il se trouve qu'à un moment, il y a quelques années, il m'avait demandé si je pourrais écrire un article dans la revue, une revue qu'il lançait, qui était associée à ce parti politique. Et bon, au fond, mon premier mouvement aurait été de dire, bon, écoute, excuse-moi, j'ai pas le temps, ça me dit pas grand-chose. Et je me suis dit que ça valait le coup peut-être de saisir l'occasion, non seulement vis-à-vis de lui, mais pour moi-même, d'essayer de mettre au clair ce qui me mettait tellement mal à l'aise dans l'évolution de sa pensée, ce qui faisait que, voilà, sur ce terrain-là, qui évidemment prend de plus en plus de place, nous n'avions vraiment plus grand-chose en commun. Et en le disant effectivement avec amitié, parce que c'est quelqu'un non seulement pour qui j'ai toujours eu de l'admiration, de l'amitié, du respect, à qui je devais évidemment cela. Voilà. Et donc j'ai essayé de l'écrire et de débrouiller un peu ce que je pensais là-dessus. Il a réagi à cette... Alors, le truc était assez particulier, c'est-à-dire que puisqu'il me demandait un article pour sa revue, je terminais cette lettre en lui disant que je ne souhaitais absolument pas écrire d'article pour sa revue, et après avoir exposé les raisons pour lesquelles c'était hors de question pour moi, mais que s'il souhaitait publier dans sa revue cette lettre où je disais pourquoi je ne voulais pas écrire dans sa revue, j'étais d'accord, chose qu'il a faite d'ailleurs. C'est donc cet article est paru originellement, avant d'être repris là-dedans, dans la revue qui doit s'appeler les Cahiers de l'Innocence, puisque le parti de Renaud Camus à l'époque s'appelait l'Innocence. Mais vous ne vous êtes jamais revu. On ne s'est jamais revu. Cela dit, la vérité est aussi qu'on ne se voyait pas tellement, parce que Renaud Camus habite dans le Gers, et que voilà, on avait. Vous savez, il y a des relations d'amitié, il y a des amis qu'on voit souvent, et puis il y a des amis qu'on voit très peu, et que ça n'empêche pas d'être des amis. Par exemple, le mode, la façon dont se manifestait cette amitié, consistait notamment à s'envoyer mutuellement nos livres. Je sais par exemple que moi j'étais toujours un lecteur extrêmement attentif et extrêmement chaleureux des livres de Renaud Camus. En tant que journaliste ou membre
généralement, vous n'êtes pas, vous ne donnez pas souvent votre opinion, vous n'êtes pas quelqu'un qui éditorialise. Là, vous exprimez face à Renaud Camus des points de vue pour s'opposer à cette théorie que vous trouvez dangereuse, mais vous le faites assez rarement, finalement. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez, je pense que dans le journalisme, il y a vraiment un peu deux familles de journalistes. Il y a ceux qui sont, comme vous dites, plutôt éditorialistes, qui font des journalistes qui font des tribunes, qui expriment des opinions très fermement. Et bien sûr, je n'ai rien contre, j'écoute ces opinions avec aucun intérêt, mais je n'ai aucun talent, aucune disposition pour ça. L'autre famille est celle de ceux qui sont plutôt des reporters, des narrateurs, des gens qui vont voir, qui parlent à des gens, qui essayent de raconter, de saisir, de faire des portraits, des choses comme ça. Et je sais que mon talent, si j'en ai un, est vraiment de ce côté-là plutôt que de l'autre. Donc je suis effectivement, enfin, au fond, je suis... j'ai un peu du mal avec les opinions d'une façon générale. C'est-à-dire, je ne me fie pas beaucoup aux miennes. Et je suis très facilement l'avis du dernier qui a parlé. Voilà, disons, sauf propos totalement scandaleux, oui, justement, par exemple, dans le cas de l'histoire du grand remplacement, là, j'ai effectivement une opinion. Je suis réellement pas d'accord. Je pense réellement qu'il se trompe. Mais la plupart du temps, sur énormément de sujets, j'entends les uns, j'entends les autres, je me dis ah oui tiens ça va, je me laisse très très facilement convaincre. Alors c'est peut-être pas, je pense que c'est sans doute une qualité de romancier, ça peut être un défaut de citoyen, quoi, ça, cette espèce d'atermoiement perpétuel. Même au moment de voter. Ouais, enfin je vote assez mollement pour dire la vérité. Ouais. Vous êtes, vous échappez tellement aux classifications, vous êtes plutôt écrivain, historien ou journaliste, ou tout ceci à la fois, ou plutôt écrivain Je suis écrivain, oui, bien sûr, mais ce qui inclut d'être... Alors historien, je ne voudrais pas dire ça parce que je suis un historien. Je suis un historien amateur, mais ça m'empêche pas. Ça m'empêche de peut être un historien amateur et un historien très sérieux. Oui. J'espère dans les deux livres qui sont un peu historiques que j'ai écrits, Limonov et le Royaume, que c'est des livres enfin qui sont fiables comme lecture historique. Et d'ailleurs très peu de gens, enfin on m'a très peu cherché des coups là-dessus sur la tête. C'est vrai, vous n'avez pas eu sur le mot quelques historiens non, au contraire. Pardon de me vanter, mais effectivement tous les historiens ont plutôt salué le livre pour le Royaume et d'ailleurs pour Limonov de leur point de vue, enfin genre, comme gens du bâtiment, en disant que ça tenait bien. Et je pense honnêtement qu'on peut être qu'on n'a pas besoin d'être un professionnel assermenté, diplômé, etc. pour faire un travail. Au reste, pendant longtemps, les historiens n'étaient pas nécessairement des universitaires. Beaucoup des grands historiens de l'histoire de la littérature, parce que je trouve que l'histoire ça fait partie de la littérature, sont pas des historiens professionnels, pas plus que les philosophes ne sont nécessairement des philosophes professionnels. Et de la même façon, alors j'ai été journaliste professionnel à un moment de ma vie il y a longtemps, je ne le suis plus, mais je me considère aussi comme journaliste, et j'en profite. Enfin, c'était aussi une des choses qui me faisait plaisir dans le fait de réunir ces articles, c'est que je n'aime pas l'opposition du journalisme à la littérature, comme si on me disait voilà, la littérature c'est la chose noble et élevée, et le journalisme est une activité mercenaire, subalterne, tout ça. Bien sûr, il peut y avoir du mauvais journalisme, ou du journalisme actif, tout ça. Mais je pense tout simplement que le journalisme est une partie de la littérature. C'est un genre littéraire, tout comme d'ailleurs l'histoire. De Luc, nous ne savons pratiquement rien. Disons qu'il y a ce personnage qu'on appelle Luc, qui est l'auteur de l'Évangile, qui porte son nom, et des Actes des Apôtres. Mais pour plusieurs raisons, ce personnage m'a été apparu comme celui qui permettait le mieux de raconter l'histoire que je voulais raconter, et j'étais donc assez libre
je dirais en effet de me projeter un petit peu dans ce personnage, mais dans les limites de ce que je pense être une réelle vraisemblance, c'est-à-dire qu'au fond, j'ai un peu imaginé ce personnage de Luc à partir de ses écrits, à partir des 2 livres qu'il a écrits, et où il y a une personnalité d'auteur très identifiable, je trouve. Il se trouve voilà, que cet auteur m'inspirait beaucoup de sympathie et même, si prétentieux que ça puisse paraître, d'affinité. Je sentais autant, j'ai beaucoup d'admiration, une admiration un peu effrayée pour l'impressionnante figure de Paul. J'ai pas la moindre affinité avec Paul. J'ai l'impression que voilà, quelqu'un qui m'est très étranger, qui à la fois m'impressionne, m'effraie, m'inspire de l'admiration, mais je me sens pas proche du tout. Alors que cette figure de Luc, qui est à la fois une figure très humaine, qui est quelqu'un qui se présente lui-même comme plutôt un historien ou un journaliste, même si le mot est tout à fait anachronique, mais qu'un prédicateur, qui est à certains égards un romancier aussi, tout cela me le rendait très proche et même très aimable. Et donc j'avais l'impression que c'était pas incompatible avec le travail historique dont vous parliez, de choisir un personnage dans les blancs duquel je pouvais faire mon nid, si vous voulez. Aucune identification possible avec le héros de l'adversaire pour autant. Un peu si, c'est heureusement pas trop, mais je rappelle que le héros de l'adversaire, Jean-Claude Roman, a tué sa femme, ses enfants, ses parents, avant qu'on découvre qu'il mentait à tout le monde depuis 18 ans. Et donc j'ai écrit un livre sur son histoire. Alors, non, enfin, mais ça c'est quelque chose d'assez mystérieux, c'est ce qui fait qu'on choisit un sujet, qu'on a l'impression qu'il vous convient, que ce soit un sujet de fiction d'ailleurs, ou un sujet pris dans la réalité, qui impose un travail d'enquête, de recherche, de reportage, des choses comme ça. C'est que... Alors là je parle pour moi, je ne généralise pas, mais pour ma part, j'éprouve le besoin à la fois qu'un personnage soit très éloigné de moi, que j'ai l'impression, disons, d'aller vers une toute autre expérience de vie que celle que je connais, et en même temps, il faut qu'il y ait quand même un petit écho, quelque chose qui fasse écho intimement pour moi, sans quoi, tout simplement, voilà, j'ai pas de porte d'entrée. Qu'est-ce qui fait écho chez Roman pour vous? Le sentiment de décalage entre l'image qu'on essaye de donner tant bien que mal à autrui et l'image, enfin, ce qu'on sait être soi-même. Et je pense que ça n'est propre ni seulement à Roman, ni à moi, mais à tout le monde. Je pense à toute personne présente ici, ou à peu près. Enfin, ensuite, ça existe à des degrés divers, et Dieu merci, ça ne prend pas ça n'aboutit pas à des choses comme l'histoire de Roman. Et ce sentiment-là de décalage, je pense qu'on l'éprouve tous, peu ou prou, et que c'est quand même... C'est d'ailleurs ce qui rendait l'histoire de Roman, qui est en même temps tellement extrême, tellement même invraisemblable, mais c'est ce qui fait qu'elle est aussi universelle, et je pense que c'est ce qui explique qu'elle ait intéressé tant de gens, et que mon livre ait suscité aussi tant d'intérêt, tout ça, c'est que ça touche, même si c'est de façon tragique, paroxystique, ça touche à quelque chose que chacun d'entre nous ressent, je pense. Par exemple, si vous voulez, à un moment, je sais pas, on m'avait dit, est-ce que tu voudrais écrire un truc sur, en l'occurrence, Michel Fourniret, mais enfin un serial killer, un truc comme ça. Or, ça, justement, honnêtement, là, il n'y a pas d'écho pour moi. Je peux comprendre une histoire comme celle de Roman, même si, Dieu merci, je ne s'habillerai pas à de tels extrêmes. En revanche, le désir de violer, torturer et découper en morceaux son prochain, même en grattant beaucoup ma conscience et tout, honnêtement, je trouve rien de tel, quoi, en moi. Et donc, je ne vois pas ce que je pourrais écrire là-dessus.
En quoi dernière question, en quoi votre approche journalistique a pu nourrir et servir à un moment donné votre travail d'écrivain? Parce qu'à un moment donné, quand même, vous stoppez la fiction. Et vous vous installez dans un genre que vous ne quitterez plus, qui est celui qu'on appelle la non-fiction. Ce sont des questions assez complexes, mais j'imagine que tout ça est en permanence relié. Bien sûr, et en tout cas, moi, depuis... enfin, la pratique du journalisme, et en particulier du reportage, est quelque chose qui m'a toujours été très précieux. Je pense que ça, il y a un cas véritablement où ça a abouti à un livre qui était Limonov, puisque qui était parti d'un reportage que j'avais fait pour le premier numéro du magazine 21, qui est vraiment devenu un livre et où il n'y a pas, il y a une différence de longueur, de complexité, tout ça, mais au fond, il n'y a pas de différence de ton entre l'un et l'autre. J'ai pas du tout l'impression de faire un métier différent. Là, la différence est un peu celle de quelqu'un qui court à la fois quelquefois des 100 mètres et quelquefois un marathon. C'est des techniques un peu différentes, il faut gérer de façon différente son énergie, mais à part ça, on fait la même chose. Et pourquoi cette rupture à ce point avec la fiction, le pouvoir de l'imagination, de l'invention? C'est quoi cette fascination du réel? Sur le fait de ne plus écrire de fiction, ça résulte pas du tout d'une volonté délibérée et encore moins d'un rejet de la fiction comme lecteur. Moi, je suis un lecteur fervent de romans, j'aime ça, je ne pense pas du tout que le roman soit une chose morte ou caduque, et d'ailleurs, si à un moment me venait l'idée de quelque chose, d'un roman, ce sens que je veux dire par là, un truc avec des personnages et des situations inventées, je l'accueillerais avec plaisir. Il se trouve que depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est pas ce qui me vient, en tout cas c'est pas comme ça que les choses me viennent. L'imagination, parce qu'il y en a toujours, elle s'investit ailleurs. Donc là j'ai pas de... On fait ce qu'à un moment on a qu'on vient de faire, voilà, c'est pas vraiment un choix non plus, ça résulte pas d'une décision théorique ou une chose comme ça. Ça n'a rien de définitif, d'irréversible nécessairement. Hein. C'est peut-être plus compliqué, non? Vous dites à un moment donné, je suis du bâtiment, selon cette expression. Depuis 15 ans, j'écris des livres de non-fiction qui rendent compte de faits réels, etc. Et j'ai pu blesser certaines personnes. Mais je soutiens que je n'en ai trompé aucune. C'est-à-dire qu'en écrivant, vous devez vous poser sans arrêt la question de ceux qui sont vivants, de ceux qui sont concernés. Ah oui, ça c'est un vrai... Ça, c'est un vrai problème qu'a l'auteur de non-fiction par rapport à l'auteur de roman. C'est-à-dire si on écrit un truc comme Le Royaume, ça va. Parce que on n'a pas vraiment ce problème-là. Mais autrement, oui, si on écrit sur des personnes réelles, vivantes, ou ayant des familles, ou tout ça, on court effectivement le risque de les blesser, et tout simplement, même très concrètement, le risque d'être poursuivi en justice, si les gens ne sont pas contents. Je l'ai à ce jour jamais été, tant mieux, j'espère que ça n'arrivera pas. J'essaye de faire attention, j'essaye et je trouve que c'est d'une certaine manière, ça encourage l'attention à autrui, quoi, ça. Et alors moi j'ai connu ça sous des formes différentes, quoi. J'ai connu il m'est arrivé d'écrire sur quelqu'un comme Édouard Limonov, justement, qui est une personnalité publique, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus libre dans ces cas-là. Il s'agit de quelqu'un qui de toute manière s'expose au jugement, n'a jamais hésité lui-même à dire les pires choses sur un tas de gens. Donc au fond, si Limonov n'avait pas été content, je préfère qu'il soit content, mais j'aurais quand même des troubles de conscience terribles. Et finalement, il était plutôt content du livre. Mais un livre comme D'autres vies que la mienne, par exemple, qui parle vraiment de personnes privées, là, au fond, c'est un livre aussi que j'ai écrit en m'engageant à le leur donner à lire, à accepter leur correction, voire même
a accepté ce verdict, enfin qui m'effrayait beaucoup, qui aurait été de me dire bah non, tu ne peux pas publier le livre. C'est évidemment, c'est pas ce qui est arrivé. Et au fond, cette espèce de rapport très étroit que j'ai pu avoir avec les personnages de ce livre est certainement une des choses que j'ai à la fois dont j'ai le plus aimé et dont je suis le plus fier dans ce que j'ai pu faire en littérature. Enfin, c'est sans doute ce qui fait aussi que c'est mon livre préféré parmi ceux que j'ai écrits. Vous avez parlé de Renaud Camus tout à l'heure. Oui. Ça m'évoquait un peu le cas d'un autre écrivain, dont le nom me revient tout de suite, qui est chez Gallimard, Richard Millet. Oui. Qui, bon, lui aussi, a enfourché un peu un cheval fou contre l'immigration, qui prétend que quand il est dans le métro, il se sent en France, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y aurait une sorte de dérive quelque part de quelques écrivains vers une espèce de... Non, c'est amusant. Alors la différence pour ce qui me concerne, c'est que j'ai jamais eu de relation d'amitié avec Richard Millet, donc il n'y a pas ce truc. Bon. Mais non, c'est drôle parce que j'ai eu cette conversation il n'y a pas longtemps avec Paul Tchaikovsky-Laurence qui dirige la maison POL et qui me faisait remarquer avec une espèce de mélange d'embarras et d'amusement que ces deux auteurs, Renaud Camus et Richard Millet, sont deux auteurs qu'il a publiés pendant longtemps, qui sont des auteurs de cette maison. Et il essayait de... Enfin, c'est quelque chose qui... C'est une question qui se posait, il s'interrogeait là-dessus. Et il avait une... Enfin, ce qu'il disait, que je trouvais assez intéressant, assez juste, c'est qu'au fond, cette maison d'édition, POL, est une maison d'écrivains, au fond, qui habitent une langue, qui sont très attachés au travail sur la langue. Et que tant Renaud Camus que Richard Millet, écrivains tous les deux de grand talent, leur histoire devient celle d'une perversion de la langue. Voilà, c'est ce que me disait Paul, et je trouve qu'il avait raison. Publié dans Le Monde, un jour bien précis, une nouvelle de votre part. Et depuis cette lecture, bon, il y a toujours une question qui m'a taraudée, alors je la pose ce soir. Est-ce que c'est une nouvelle qui vient du vécu ou une fiction? Alors, pour préciser... j'explique. En effet, ce récit que j'avais publié dans Le Monde était une sorte de... Enfin, d'une part, était un texte pornographique, de toute façon très délibéré, et d'autre part, était adressé à quelqu'un, était adressé à ma compagne de l'époque, et lui demandait... Enfin, et disons... en ayant mis en place une espèce de cadre qui était celui d'un voyage en train entre Paris et La Rochelle, qui devait coïncider avec le moment de la publication de ce récit dans Le Monde, je lui demandais de suivre toutes les instructions que je lui donnais par l'intermédiaire de cette nouvelle. Donc la question de est-ce que c'est de la fiction ou non ne se pose pas, puisque s'agissait plutôt d'une espèce d'effraction dans le réel, quoi, de quelque chose qui était non, pas de la fiction, il s'agissait de faire advenir quelque chose. Alors, par ailleurs, sur le moment, quand je l'avais fait de façon assez étrange, ça m'avait paru quelque chose de très innocent et de très amusant, et vraiment ça qui passait comme une lettre à la poste. Et c'est peu dire que ça n'est pas passé comme une lettre à la poste, parce que non seulement ça a suscité des réactions assez outrées de pas mal de lecteurs, d'autres d'ailleurs plutôt très encourageantes, mais voilà, c'était ça a fait quand même une espèce de petit scandale, et d'autre part, ça a eu... Enfin, est-ce que ça a été une conséquence ou est-ce que ça a été concomitant? Ça a eu sur la relation avec la jeune femme qui était l'héroïne un peu involontaire. Ça a eu des conséquences absolument catastrophiques que j'ai racontées en long, en large et en travers dans le livre qui s'appelle Un roman russe, dans lequel ce récit a été ensuite intégré tel quel. Alors c'est des chroniques judiciaires en fait.
que j'ai écrit au début des années 90, à un moment d'ailleurs où j'arrivais plus du tout à écrire quoi que ce soit, enfin à écrire des livres, choses comme ça, et où je cherchais en fait à trouver un autre boulot. Et comme ce que je sais faire, c'est écrire. J'avais été auparavant journaliste, enfin plutôt critique de cinéma, journaliste culturel, et j'avais envie de changer. J'ai donc essayé de me reconvertir comme chroniqueur judiciaire. Et ce qui est vraiment un métier, quelque chose de très intéressant, quoi, qui m'intéressait comme beaucoup de gens. Alors bon, j'avais proposé mes services à pas mal de journaux qui, pour la plupart, les avaient refusés poliment. Et j'étais arrivé à les caser à l'événement du jeudi. Et donc j'avais fait pendant quelques mois des chroniques judiciaires comme ça. J'en ai choisi 3 là-dedans. Mais ce qu'il y a, c'est que comme j'étais en plus pas... disons, ces journaux avaient des chroniques, des journalistes spécialisés là-dedans, qui donc, les procès importants, c'était eux qui les faisaient. Donc, il avait fallu que pour pouvoir faire des choses, que j'établisse des contacts avec des avocats, des magistrats, des gens de justice, chose que j'avais été aidé pour ça parce que j'ai une sœur qui est avocat, donc elle m'avait un peu adressé à des confrères. De sorte qu'il me signalait des procès qui avaient lieu et qui étaient dans l'ensemble des petits procès, en ce sens, ce que je veux dire par là, c'est que c'était des procès qui n'avaient pas de retentissement médiatique à chaque fois, c'était des trucs où je me retrouvais tout seul sur le seul journaliste présent à l'audience, quoi. Et ça n'en était pas moins des procès, enfin des histoires extraordinairement poignantes, enfin vraiment des histoires très, très, très émouvantes, terribles aussi. Et je m'en suis aperçu quand j'ai par la suite assisté justement à un grand procès qui était le procès de Jean-Claude Roman, qui là évidemment était un procès qui mobilisait tous les chroniqueurs judiciaires de France. C'est étonnant comme exercice parce qu'au fond, d'une certaine manière, c'est un petit peu comme des critiques de cinéma, c'est-à-dire qu'on voit tous le même film, on assiste tous au même spectacle. Et ensuite, chacun le raconte à sa façon. De ce point de vue-là, parmi les exercices journalistiques, c'est un des plus littéraires. Et c'est pas étonnant qu'il y ait toute une tradition comme ça, très française d'ailleurs, de compte rendu, de procès, des choses comme ça. Gilles en a fait, voilà, c'est des choses que j'aime lire. Florence Aubenas, c'est l'un des auteurs aujourd'hui. Alors là, encore une fois, toute catégorie confondue, que j'aime vraiment, quoi, et que je trouve c'est une formidable journaliste et c'est quelqu'un qui écrit de très 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 bons livres, quoi, et qui pour moi relève de la littérature. De même, par exemple, que pour ne citer que des Français, les extraordinaires livres qu'a écrit Jean Hatzfeld sur le Rwanda ou sur la Bosnie. C'est des livres de très grands journalistes, et ces livres qui, à mon avis, font partie à part entière de la littérature. J'aimerais savoir ce que la science-fiction représente pour vous, puisque c'est une science-fiction qui surgit quelque part, et si vous en lisez encore personnellement, et si vous avez un jour pensé à en écrire vous. J'ai commencé par en écrire. Le premier texte que j'ai jamais publié quand j'avais, je sais pas, 18 ans, était une longue nouvelle dans la revue Fiction, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était la principale, et une très bonne revue française de fantastique et de science-fiction, qui publiait à la fois des critiques, des choses comme ça, mais aussi, et principalement, des nouvelles, et qui a d'ailleurs introduit en France tous les grands noms de la science-fiction américaine. Depuis les années 50, je dirais. Donc moi, j'ai été un lecteur très fervent, très passionné de science-fiction. Maintenant, il faut dire aussi que cette découverte de la science-fiction, pour moi, c'est une raison. Enfin, il y a une question de génération, de classe d'âge. J'ai eu de la chance parce que j'ai commencé à lire de la science-fiction à un moment où la science-fiction, essentiellement anglo-saxonne, mais aussi européenne, était extraordinairement vivante, créative, tout ça. Enfin, j'ai commencé à lire ça dans les années 60-70, qui étaient quand même les années de gens comme Philippe Cadic, voilà, comme Ballard, des auteurs comme ça. C'était à ce moment-là une littérature extraordinairement... il y avait peu de choses qui me passionnaient autant, quoi, à ce moment-là. Et je pense qu'à juste raison. Maintenant, je dois dire que j'en lis beaucoup moins, et c'est pas seulement parce que j'ai vieilli, le truc comme ça, mais c'est parce que je pense qu'actuellement, ce qui tient le haut du pavé dans la science-fiction, c'est l'heroic fantasy, c'est des trucs comme ça qui
moi, m'emmerde et m'a toujours emmerdé. Ça, c'est un goût, hein, c'est pas... donc moi, dès qu'il y a des elfes ou des licornes, des trucs comme ça, je laisse tomber, y compris même le Seigneur des Anneaux. Je suis jamais arrivé à lire le Seigneur des Anneaux. Donc, mais ce qu'on appelait la grande science-fiction des années 60-70, je trouve que ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et ça a été très très central comme influence pour moi. Oui. Et je pense qu'on se définit tous beaucoup par nos goûts littéraires, pas seulement littéraires, mais littéraires aussi. Enfin, c'est quelque chose qui est très dans l'autoportrait qu'on livre aux autres constamment par l'espèce de portrait chinois qu'on peut donner de nous-mêmes. Je pense que nos goûts littéraires tiennent une place importante, et je serais triste que ce ne soit plus le cas, c'est vrai. Enfin, pour moi, ça a toujours été très 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 central, et même ça a toujours été des sujets de conversation, des choses comme ça, consistant aussi à se conseiller des livres. C'est pour ça aussi qu'il me plaisait, par exemple, de mettre dans ce recueil plusieurs textes sur la littérature, et aussi des livres, des textes comme ça sur des livres pas forcément très connus, qui ne sont pas forcément non plus les chefs-d'œuvre majeurs de la littérature. C'est des très bons livres, mais si je parle du Cavalier suédois de Léo Perutz, ou de EPP de Ferenc Karinti, ou des livres des romans de Sébastien Japrisot, je trouve que c'est des livres formidables. Disons que c'est pas le même rayon que Proust ou Joyce, quoi. Mais au fond, il y a un plaisir un peu assez particulier qui est aussi, vous dites rarement à vos amis, vraiment je te conseille de lire Proust, c'est super, tu connais pas, c'est vraiment un truc, t'en as jamais entendu parler, mais vraiment, vas-y quoi, suis mon conseil. Bien que quelqu'un m'ait donné une fois, assez tardivement dans ma vie, ce conseil pour Tolstoï, et ça n'a pas été un conseil perdu. Mais vous voyez, il y a des livres aussi qu'on a un plaisir particulier à conseiller parce qu'ils sont moins connus, et qu'on se dit, ah là, c'est un peu aller sortir la bouteille de derrière les fagots en disant, celle-là, tu m'en donneras des nouvelles. Il y a ce plaisir particulier auquel j'avais envie de sacrifier là-dedans, voilà. Il nous reste très très peu de temps. Vous revenez de Calais, je crois. Ah oui, je suis allé faire un reportage justement pour cette revue 21 dont on parlait tout à l'heure, que j'aime beaucoup. Et ce reportage paraîtra au mois d'avril prochain, parce que c'est un trimestriel, donc on n'est pas dans la même actualité qu'un quotidien ou des choses comme ça. C'est d'ailleurs parfois un peu rageant, hein. On se dit qu'on arrive tard. Mais alors cela dit, ce que m'avait demandé de faire 21 n'était pas parce que là c'était une initiative du journal, pas de moi. Ça varie, hein. Quelquefois il y a des reportages qu'on propose soi-même, et puis d'autres fois il y a des reportages qu'on vous propose. Et pour ma part j'aime autant l'un que l'autre. Je trouve quelquefois les reportages qu'on vous propose, ça vous entraîne plus loin parce que ça vient pas de votre propre initiative, ça vous amène sur un terrain où vous n'auriez pas imaginé d'aller. Et là, ce qui m'avait demandé, c'était de pas... Enfin, disons que le thème de l'article, l'angle de l'article n'était pas la jungle de Calais, comme on l'appelle, mais la ville de Calais, disons. Moi, évidemment, il ne s'agissait pas d'écrire un article sur Calais sans évoquer les questions migratoires, tout ça, c'était bon. Mais vous voyez, je me rendais compte le matin à l'hôtel à Calais, il y a énormément de journalistes, de cinéastes qui quittent l'hôtel le matin pour aller dans la jungle. Et Dieu sait qu'ils ont raison de le faire, d'aller témoigner là-dessus. Moi, ce que j'avais à faire, c'était plutôt j'étais le seul de rester dans la ville et d'aller rencontrer le maximum de gens et d'essayer de les entendre, d'essayer de faire dresser une espèce de catalogue des attitudes, des réactions qu'on peut avoir dans une situation aussi extrême et aussi tendue malgré tout, celle de Calais aujourd'hui. Et c'était vraiment une chose passionnante à faire. Donc en avril. Au mois d'avril, ouais, dans le prochain numéro de la prochaine livraison de 21. Et puis, vous allez, je crois, au Japon. Est-ce que c'est là, je vais au Japon, oui, je vais au Japon, mais pas pour faire un reportage. J'ai obtenu une espèce de... une sorte de bourse, un truc, une résidence dans un endroit qui est peut-être une institution française, un petit peu l'équivalent de la Villa Médicis pour le Japon. Je vais passer 3 mois
sans exactement savoir ce que je vais faire, et j'aime beaucoup l'idée de cette... Enfin, c'est vraiment un privilège extraordinaire, je suis tout à fait conscient de pouvoir aussi ne pas savoir vraiment où on va. D'avoir où aller, mais pas de savoir où aller. Voilà. On terminera là-dessus. Merci beaucoup. Merci Valérie, merci beaucoup. Merci.